Le musée de l'air, c'est la mémoire de l'air, mais je voudrais que ce musée de l'air soit une parole d'avenir. C'est les pionniers de l'avenir. Je voudrais que ça dégage de l'émotion. De l'émotion par la parole, de l'émotion par le geste, de l'émotion par l'image, par le dessin. C'est exactement ce que faisait Saint-Exupéry. Il provoque une émotion en racontant les histoires, en observant ce qui se passe autour de lui, et il raconte l'histoire. Et si le musée, on peut raconter des histoires, là ça devient un bonheur intégral. Les jeunes ne sont pas attirés par le mot musée. C'est quelque chose qui est une barrière pour eux, c'est une barrière culturelle. Alors ça n'est plus une barrière financière parce que le musée est devenu gratuit et qu'il le reste. Donc ils peuvent venir, mais il faut leur raconter des histoires. Et s'appuyer sur le hall Saint-Exupéry, ça donne finalement l'esprit de l'ensemble du musée. Alors le hall Saint-Exupéry, c'est quoi? C'est sa période. C'est la période d'entre-deux-guerres, 1919-1939. Pendant ces 20 ans, il s'est passé énormément de choses. On a été faire des records, on a traversé l'Atlantique, Lindbergh est venu au Bourget, Minge et Serre-Écolier ont essayé de traverser l'Atlantique dans l'autre sens, il y a eu des tours du monde, Syntex est parti avec son avion pour lui aussi faire une grande traversée. Et puis, toutes ces histoires, on peut les raconter à travers ces machines, parce qu'il n'y a pas que les pilotes, il y a des gens qui les ont conçues, ces machines, ils ont parié sur des nouvelles technologies. Il y a les gens qui les ont entretenus, les gens qui les ont exploités, les gens qui ont essayé de faire des compagnies aériennes, Air Bleu par exemple, qui est le caudron Simoun, puisqu'il y avait une alignée d'avions bleus, alors que le Simoun de Syntex était rouge, mais ils sont là, ils sont présents dans ce musée de l'air, et toutes les machines qu'on présente sont authentiques, elles ont toute une histoire, elles ont toutes volé, y compris Saint-Exupéry, probablement sur une des machines de Simoun de Air Bleu, il a dû participer à l'une d'entre elles. On en a une, on ne connaît pas son histoire précise, mais en tous les cas, l'esprit y est. D'abord, j'ai eu la chance de rentrer à Air France à la postale de nuit, l'aéropostale. Et j'ai volé avec des gens, c'était en 74, donc les gens qui avaient 60 ans ont volé avec Syntex ou ont volé avec l'aéropostale. Donc c'était un grand bonheur, j'étais déjà dans l'histoire aux commandes d'un avion, un avion moderne, un Fokker 27, Transal. Malheureusement j'ai raté le DC-3 et le DC-4, mais ce sont les mêmes gens. Et quand j'arrivais en escale, il y a des gens qui ont travaillé avec Didier Dora et avec toute cette équipe, et qui ont connu tout ce monde, et qui finalement ont gardé cet esprit. Donc, vol de nuit, je le vivais toutes les nuits. On décollait vers 22h, 23h, et on quadrillait la France, et puis on voyait finalement ces petites lumières, on dit tiens, une lumière bleue là, ça veut dire que si tu passes au-dessus, tu seras dans l'axe de la finale de Poitiers, on pilotait à vue, de l'aviation telle qu'on en rêve, et qui finalement n'avait pas tellement changé. Bien sûr, on avait de l'instrumentation déjà, il y a 30 ans, on se posait à tous les temps, c'était l'aéropostale, le courrier d'abord, d'ailleurs on part en courrier, on part toujours en courrier d'ailleurs. On a du vol moyen courrier, du vol long courrier, du vol court courrier, mais c'est toujours le courrier de cette époque, de l'époque de Saint-Exupéry. Et j'ai été baigné là-dedans. Donc ça veut dire qu'après la postale, je suis arrivé sur Caravelle, Boeing 707, Boeing 747, et puis j'ai terminé sur Airbus 340-330, où du coup on est dans l'ère informatique. Mais il n'empêche que quand on survole, pour aller à Rio, je faisais très souvent Rio, parce que j'adore ce pays, le Brésil, j'ai fait du deltaplane. Les Brésiliens sont des hommes volants, souvent. Faire du deltaplane avec eux à Rio, c'est apprendre aussi un peu la nature. Et bien survoler le désert de Mauritanie, le Sénégal, et bien finalement on ne peut faire que penser à ça. On dit tiens, il y a un mec qui était aux commandes, il se ramassait des tempêtes de sable, il n'avait pas d'instrument, il se paumait, il devait avoir une trouille bleue, parce que moi je me suis paumé dans le désert avec des petits avions similaires, je sais ce que c'est de serrer les fesses et puis de se dire on ne va jamais y arriver. Eh bien, ça nous remet les compteurs à zéro, on se dit il faut vivre avec la nature, il ne faut pas lutter contre, il faut savoir choisir sa voie, son engagement. Finalement, la vie, le vol, c'est un petit peu la même chose. Alors, d'abord, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet. Et les gens ont toujours eu besoin soit de héros, soit d'aventure.
Alors il y avait Tarzan, et puis il y avait l'aviation. L'aviation a marqué, surtout en France d'ailleurs, puisqu'elle a marqué des générations sur le ballon, depuis les frères Montgolfier, il y avait tout en ballon, hein. Les poignées de porte, les pendules, tout était en ballon, ça a marqué des générations entières, et ensuite il y a eu l'avion. On vient de reconstituer un Potez 25. Un Potez 25, c'est un gros biplan avec un moteur Bernard, c'était un moteur assez solide, mais qui grosso modo tombait en panne toutes les 50-100 heures de vol. Donc il ne fallait pas se retrouver au-dessus de la cordillère des Andes avec cette panne moteur. Et c'est arrivé. C'était l'avion de Guillaumet, peut-être. Alors, le Potez 25, l'avion de Guillaumet, ce que j'ai fait au Québec de l'Orefet, accueilli par Syntex au bout de sa traversée, découvert par le fils qu'on a retrouvé d'ailleurs d'un berger des Andes, une survie miraculeuse quelque part, et bien ces avions n'avaient pas d'instrumentation. Le pire pour un aviateur, c'est de se paumer. Et dans ces grandes vallées où on a le choix de la vallée qui va bien, on a des cartes certes, mais pas toujours fiables, et qu'on ne sait pas la météo qu'on va rencontrer, les prévisions météo à l'époque étaient quasiment nulles. Les prévisions également sur la fiabilité des appareils, il y avait bien des mécanos qui étaient des magiciens de la mécanique, mais ils faisaient ce qu'ils pouvaient. S'il y avait une pièce défectueuse, on n'attendait pas qu'une pièce arrive de Toulouse, on la réparait sur place avec les moyens du bord. Donc on se dit, c'est un vrai miracle qu'ils aient pu voler et qu'il y ait eu moins de victimes que ce qu'il aurait pu en avoir, parce que des accidents il y en avait, mais il n'y a pas eu tant de morts que ça. Et moi je trouve ça un miracle, c'est ça les pionniers. Et cette époque est pour moi celle qui m'a le plus marqué. Au début, tout au début, avant la guerre de 14 et Santos-Dumont, c'était déjà extraordinaire. On cassait du bois, on volait très lentement. Là, c'était déjà des grosses machines qui pesaient plus d'une tonne. Et quand ça se crachait, ça faisait mal. Et donc, ça prenait feu très rapidement. Et là, ils nous ont ouvert la voie vers une meilleure maîtrise, vers une meilleure appréhension de l'ennemi, c'est quand même pas facile. Et puis une meilleure appréhension de l'esprit d'équipage. L'esprit d'équipage est né là. Alors bien sûr, ils étaient tout seuls sur la cordillère des Andes avec des avions monomoteurs. Après, rapidement, ils étaient plusieurs. Et on a commencé à comprendre ce que c'était que la vie en équipage. Et les méthodes d'aujourd'hui, elles sont nées de là. Pour moi, c'est vol de nuit. Parce que j'étais baigné, j'avais lu Vol de nuit étant tout gamin, et puis je me suis retrouvé dans cet avion un peu rustique, qui est le Fokker 27 de l'Aéropostale, où finalement on faisait beaucoup de vol à vue, et on voyait cette description, ça chantait des chapitres entiers de ce bouquin, et on avait l'impression de relire chaque livre, et ça pour moi c'était un vrai bonheur. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus marqué. C'est pas l'œuvre qui est reconnue la plus emblématique, peut-être, mais pour moi, c'est ce qui m'a le plus touché. Alors là, Saint-Exupéry, c'est comme la Bible. Je veux dire, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi, on peut faire... c'est une icône, alors on peut le voir comme ça, on peut s'agenouiller et on peut dire bravo, il a tout dit, tout est là-dedans. Non, moi je retiens aujourd'hui l'image de la planète avec le Petit Prince, que cette planète, c'est notre bien commun. C'est un message universel. Il y a un rendez-vous à Copenhague, là, en décembre. Eh bien, utilisons ça. Je trouve que c'est la plus belle façon d'utiliser Saint-Exupéry comme il aurait certainement aimé qu'on l'utilise. Pour le bien commun de la planète. C'est ce que je retiens aujourd'hui, 2009, c'est ça, c'est le respect de l'environnement, la Terre, mais qui n'est pas simplement de l'écologie, de l'environnement, du gaz à effet de serre. C'est aussi un équilibre sur une planète Terre où on a des terriens qui aujourd'hui comprennent pas toujours ce qui leur arrive. On se tape sur la gueule en 2009, c'est complètement invraisemblable, au nom des religions, de n'importe quoi, c'est complètement fou. Eh bien, prendre du recul et de dire il y a peut-être moyen de faire autrement, ça serait pas complètement. C'est pas un exemple, c'est un message qui est raconté d'une façon assez claire et assez simple. J'aime pas beaucoup la prière, c'est pas une prière, c'est de dire j'ai montré une voie, j'ai montré
j'ai raconté une histoire qui peut vous dire quelque chose, qui peut vous faire ressentir quelque chose. Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit les jeunes qui soient sensibles à ça et non pas les adultes.